Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, le Liban, 2 mois après l'explosion de Beyrouth. La situation est figée, peu de choses ont changé. Les Libanais peinent toujours à se reloger. La situation politique est elle aussi bloquée. Nous irons également en Irak où la crise sanitaire liée au Covid-19 crée des tensions. Les médecins deviennent la cible des proches des malades morts du virus. Enfin, nous irons en Égypte. Vous verrez que 50 ans après la mort de Gamal Abdel Nasser, le leader est toujours aussi présent dans les mémoires. Il est adulé par certains et décrié par d'autres. Reportage à suivre. 60 jours après l'explosion de Beyrouth, la capitale libanaise est toujours défigurée. Beyrouth semble s'être figée dans le temps. Les victimes ont toujours du mal à se reloger et la vie quotidienne est encore plus compliquée. Cet accident s'est greffé sur une crise économique grave, le tout dans un contexte d'instabilité politique sans fin. Le Premier ministre Mustapha Hadib a renoncé à former un gouvernement malgré la pression du président français Inès Olagaray. C'est un peu comme si l'explosion avait eu lieu hier. À Beyrouth, les toitures éventrées n'ont pas été réparées. Certaines rues n'ont même pas encore été déblayées. Cela fait pourtant 2 mois que l'appartement de Nabil Naed a été ravagé. Il ne vit plus chez lui, mais ses affaires et ses meubles sont encore entassés là. Tout a été soufflé par l'explosion. J'ai perdu 2 voitures, ma maison, mon travail. Il ne reste rien. Nabil n'a pas les moyens de faire des travaux. Depuis 2 mois, il espère une aide qui ne vient pas. Ça restera 2 ans, 3 ans, s'il n'y a pas de l'argent. Et nous n'avons pas de l'argent. Notre gouvernement n'est pas là. À Beyrouth, les gravats font partie du décor. Il faudrait au Liban près d'1,5 milliard d'euros pour reconstruire en urgence. Mais l'État n'a plus d'argent. La semaine dernière, le président libanais appelait l'ONU à l'aide. Les 250 millions qui doivent être bientôt distribués aux associations ne suffiront pas à sauver le pays. Pour obtenir plus d'aide internationale, le Liban doit se réformer. Un objectif loin d'être atteint. Le Premier ministre nommé le 31 août a démissionné samedi dernier, faute de pouvoir former un nouveau gouvernement. Je m'excuse sincèrement auprès du peuple libanais qui a tant souffert et qui souffre encore. Je m'excuse de ne pas avoir pu former une équipe pour réformer et travailler avec l'initiative du président français Emmanuel Macron pour les Libanais. Les efforts de l'ancien Premier ministre ont notamment été entravés par 2 formations chiites. Le Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise, et son allié Amal, dirigé par le chef du Parlement, Nabi Berri. Début septembre, lors de la visite d'Emmanuel Macron au Liban, tous les partis libanais s'étaient pourtant engagés à travailler à la formation rapide d'un nouveau gouvernement. Je décide donc de prendre acte de cette trahison collective et du refus des responsables libanais de s'engager de bonne foi dans le contrat que la France leur a proposé le 1er septembre dernier. Ils en portent l'entière responsabilité. Elle sera lourde. Le président français accentue la pression sur le Liban. Il donne au pays 4 à 6 semaines pour trouver une sortie à cette crise politique et se donner une chance d'obtenir une aide financière internationale. Fête religieuse sous cloche en Israël, Yom Kippour, jour du grand pardon. La plus importante des fêtes juives s'est déroulée sous confinement en raison de la pandémie. Les synagogues sont restées ouvertes sous la pression des ultra-orthodoxes, une communauté d'ailleurs très touchée par le Covid-19. La mesure de confinement a été prise contre l'avis médical. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou est soupçonné de vouloir empêcher par ces mesures sanitaires les vagues de manifestations contre lui. Intifada, soulèvement en arabe. Chez les Palestiniens, ce mot résonnait comme l'espoir d'un aboutissement à la lutte contre l'occupation israélienne. Aujourd'hui, 20 ans après le déclenchement de la seconde Intifada, les jeunes Palestiniens n'ont plus d'espoir. Beaucoup d'entre eux n'ont connu que la guerre et certains réfléchissent à donner un nouveau souffle à leur cause. Julien Cheïda. Ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie pour un État de Palestine. Tel est l'état d'esprit de ces Palestiniens, toutes générations confondues. Certains ont directement vécu la seconde intifada. Quant à ces jeunes, ils avaient 2 ou 3 ans à peine. Et pourtant, la violence ne s'oublie pas, à en croire Lynn, qui avait 4 ans en l'an 2000. Tous mes souvenirs d'enfance tournent autour de l'intifada. Mes moments heureux, c'était quand je jouais avec des cartouches vides.
Les moments tristes, c'est quand je voyais mon père servir de bouclier humain. Il y a des souvenirs plus normaux, comme les soirées pyjama avec ma meilleure amie, dont la maison avait été confisquée par des soldats israéliens. Ce 28 septembre 2000, Ariel Sharon, le chef de l'opposition israélienne, se rend sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, un lieu sacré pour les musulmans et pour les juifs. Pour les Palestiniens, cette visite est une provocation, 2 mois après l'échec d'une nouvelle conférence de paix au Proche-Orient. De violents affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. Pendant 5 ans, toute la région est le théâtre d'attentats répétés en territoire israélien et palestinien. En 2005, un cessez-le-feu précaire met fin aux violences. Depuis, une large barrière de sécurité sépare Israël de la Cisjordanie, comme le symbole pour la jeune génération d'un avenir impossible. Bien sûr, nous faisons face à de nombreux défis. Et ce mur derrière nous en est l'exemple le plus important. Nous ne pouvons plus visiter Jérusalem et nous rendre à la mosquée Al-Aqsa. Même si nous voulons traverser pour travailler, nous ne pouvons pas. 60% des Palestiniens ont aujourd'hui moins de 30 ans. Contrairement à leurs parents, le mot paix fait partie de l'histoire. Entre conflits intra-palestiniens et occupation israélienne, certains se disent désabusés. Je suis né au début de l'intifada. Nous sommes nés au milieu de la guerre et des bombardements et nous n'avons pas connu une seule belle journée dans notre vie. Depuis que nous sommes nés, il y a eu un siège, des divisions et des guerres. Nous avons déjà vécu 4 guerres. Des parents voudraient voir leurs enfants reprendre le flambeau de la lutte. Mais après des décennies de conflits, certains hésitent entre rester malgré tout ou choisir l'exil. On part à présent en Irak où en pleine pandémie, les médecins sont devenus des cibles privilégiées. Face au désespoir de la population et au manque d'infrastructures dans les hôpitaux, les malades et leurs familles perdent leur sang-froid et les médecins sont souvent en première ligne. Inès Olagaray. Le docteur Al-Shebani regarde la vidéo de son agression. Le 28 août dernier, ce médecin irakien s'est fait attaquer à la sortie de son hôpital. Depuis, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Une personne derrière moi a crié « Voici le directeur de l'hôpital, attaquons-le » Quand je me suis retourné, j'ai vu un groupe de 15 à 20 personnes. Ils m'ont agressé sans que je sache pourquoi. J'ai très peur qu'ils m'attaquent à nouveau ou qu'ils s'en prennent à ma famille. Quelques heures plus tard, le docteur Al-Shebani se réveille à l'hôpital, le corps couvert de bleu et la main gauche cassée. Comme une douzaine de médecins depuis le début de la pandémie de Covid-19, il comprendra un peu plus tard qu'il s'est fait agresser par la famille d'une victime du virus. Ce n'était pas un patient comme les autres. Il avait une forme très agressive de coronavirus et c'est ce qui a provoqué son insuffisance respiratoire. Ce n'est pas un médecin qui l'a tué, ou une infirmière, ou n'importe quel autre professionnel de santé. C'est la maladie. Pour de nombreuses familles endeuillées, l'hôpital est le seul responsable du décès de leurs proches. Les professionnels de santé craignent pour leur sécurité. Fin juin, une délégation de soignants a rencontré le Premier ministre pour réclamer le soutien de l'État. Toute attaque sur les forces de sécurité, les professionnels de santé, les représentants de l'État ou de la loi seront sévèrement condamnés par la justice. Malgré ces mises en garde, les attaques envers le corps médical se poursuivent. Depuis fin septembre, l'Irak enregistre autour de 5000 cas de contamination au Covid-19 par semaine. Entre l'afflux des patients, les infrastructures sanitaires vétustes, le manque de matériel et les menaces, les soignants irakiens sont à bout. La plupart n'ont même pas reçu de salaire depuis plusieurs mois. Un demi-siècle après sa disparition, Gamal Abdel Nasser est toujours dans l'esprit des Égyptiens. Bien plus qu'un émancipateur du pouvoir britannique, il était devenu le leader d'un monde arabe opprimé. Le nasserisme a profondément marqué la région. Considéré comme l'un des grands dirigeants du XXe siècle, il est aussi celui qui a institué un régime militaire toujours en place en Égypte. Retour sur ce personnage hors du commun avec Claire Villiot et Édouard Dropsy. Ce 1er octobre 1970, le monde arabe est en deuil. En Égypte, ils sont des millions à suivre le cortège funèbre de Gamal Abdel Nasser. En revoyant ces images, Farida El-Choubachi est émue. Pour cette journaliste et écrivaine, le père de l'Égypte moderne est irremplaçable. Chacun des Égyptiens
a senti qu'il a perdu son père, son fils, son frère. On ne l'a pas aimé parce qu'il avait de beaux yeux. C'est vrai qu'il avait de beaux yeux, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on l'a aimé. Avec lui, on sentait qu'on était en sécurité. On a senti surtout la dignité. On a senti qu'on était tous égaux. Et ça, c'est très important. Nationalisation du canal de Suez, expulsion des Britanniques, étatisation de l'économie. Gamal Abdel Nasser a cherché à s'émanciper de la tutelle occidentale en pleine guerre froide. Cette volonté d'indépendance et de nationalisme a fait de lui une icône. Chez les bouquinistes d'Azbakia, au centre-ville du Caire, ses portraits et unes de journaux font toujours recette. Ici, les gens adorent Abdel Nasser et ils aiment avoir des choses en rapport avec lui, plus spécifiquement les personnes âgées, moins les jeunes. Et son avis est mitigé sur l'ancien Raïs. Il a fait beaucoup. Il a notamment unifié tous les pays arabes. Alors bien sûr, il a fait des erreurs. Il a emprisonné des gens et les a fait torturer. Alors pour moi, il a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Le réformateur social et le despote, le civil et le militaire, le libérateur du monde arabe et le vaincu de la guerre des 6 jours. Pour cet historien spécialiste de l'ancien président, Gamal Abdel Nasser est tout cela à la fois. Un personnage complexe dans l'histoire mouvementée du XXe siècle. Dans une large mesure, on ne peut pas séparer les deux Nasser. L'idée du nationalisme autoritaire s'inscrit dans ces deux aspects. Il est nationaliste et il a fait des réformes qui n'auraient pas pu se faire s'il n'avait pas été autoritaire. Entre autoritarisme et tentative de réforme sociale, l'Égypte d'aujourd'hui semble se rapprocher du modèle nassérien. Un modèle dans lequel la critique des Raïs, passé ou présent, n'a pas droit de citer. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. L'info continue sur France 24.